Merci de votre fidélité à U2P TV. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. On continue évidemment à faire rayonner la parole des artisans, des commerçants, des professionnels libéraux. Et on va parler maintenant de l'implantation en milieu rural. Alors je sais, chaque année, c'est un thème qui revient lorsqu'on vous accueille ici. Mais chaque année aussi, on constate que certes, ça avance, mais ça avance toujours un petit peu trop lentement à notre goût à tous, évidemment. Donc on va en parler avec Pascal Lecamp. Bonjour. Député Modem de la Vienne, Alexis Roux de Bézieux est également avec nous, bonjour. Président des épiciers de France, Thierry Fréchon, restaurateur, représentant des saisonniers de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Hautes-Alpes. Bonjour. Et vous êtes également président de la CGAD des Hautes-Alpes et du Var. Patricia Cassagne est avec nous, maire de Luz, c'est dans les Landes, et vous êtes vice-présidente de la communauté de communes des Grands Lacs. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Et Philippe Coy, qui est président national de la Confédération des buralistes de France. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, Alexis Roux de Bézieux, parce que je le disais, c'est un thème qui est cher à l'U2P. Chaque année, on en parle. Et avec vous, notamment, vous nous faites le plaisir d'être sur le plateau. Toutes les équipes travaillent d'arrache-pied. Où est-ce qu'on en est de l'implantation des épiceries dans les campagnes, qui, on le sait, sont souvent le dernier bastion des commerces dans ces zones-là? Alors aujourd'hui sur le territoire il y a à peu près 20 000 épiciers indépendants, dont une bonne partie en milieu rural, avec des disparités assez fortes. Il y a des pays dans lesquels il y a une surreprésentation, si je pense par exemple à la Corse, et ça dépend beaucoup à la fois de secteurs enclavés, non enclavés, et de la présence de la grande distribution à proximité. Patricia Cassagne, vous avez récemment reçu une réponse positive à l'appel à projet Dernier Commerce. C'est un dispositif qui accompagne aux différentes étapes d'un projet d'installation en milieu rural. Et vous voulez monter un commerce multiservice. Parce que, me disiez-vous avant l'émission, vous avez une auberge dans votre village et vous espérez quelque chose d'autre. Oui, en fait, la commune dispose d'un ancien bâtiment de la Poste. Malheureusement, nous avons depuis une agence postale qui a été transférée à la mairie. Et de ce fait, ce bâtiment est très bien placé. Nous sommes proches d'une départementale. Le parking est fait, la route est très fréquentée. Et aussi, Luz est un petit village de 600 âmes, pas tout à fait. Et nous avons une nouvelle population qui arrive avec de nouveaux besoins. Et moi, j'y crois à cette épicerie rurale. Voilà. Mais je suppose que pour une maire justement d'un village de 600 âmes, c'est pas facile de se lancer dans tout ce dispositif. Peut-être même que vous vous sentez un petit peu perdue ou laissée toute seule dans ce combat-là. Racontez-nous ce qui vous porte au quotidien finalement. Alors, oui, c'est vrai que c'est très compliqué parce que répondre à ce dossier assez complexe avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, je fais partie d'une communauté de communes des Grands Lacs, secteur de Bisca Grands Lacs. Et disons que grâce à la communauté de communes qui s'est étoffée d'un directeur de développement économique et également un manager de territoire qui m'a énormément aidé à monter ce dossier. Thierry Fréchon, vous, dans votre filière, évidemment, souvent, dans même des petits villages reculés, on trouve une belle auberge, un restaurant, et ça participe aussi à notre terroir, à notre savoir-faire français, d'avoir ces restaurants qui restent, mais c'est de plus en plus compliqué. Oui, c'est de plus en plus compliqué. On trouve, dans certains secteurs, on le trouvait. On voit souvent des ruines d'hôtels, des ruines de restaurants, des restaurants qui n'existent plus. Et déjà à la base, ça a été la suppression des préenseignes. Ces préenseignes qui nous ont fait vraiment du mal parce que quelqu'un qui roule en milieu rural ou que ce soit en montagne ou en mer, des fois on n'arrive pas et on ne regarde pas, on n'a pas le droit de regarder son téléphone pendant qu'on roule, ça c'est la réglementation. On ne sait pas s'il y a un hôtel, s'il y a un restaurant, s'il y a un village des fois, et on roule, on avance, on fait des kilomètres. Et la problématique, nous, dans nos métiers, c'est qu'on a besoin d'avoir du monde tout le temps. À savoir qu'on a besoin d'avoir du monde tout le temps pour pouvoir vivre et pour subsister déjà et vivre après et peut-être gagner un peu plus d'argent que prévu. Et voilà, ça c'est la problématique de la préenseigne. Ça a été vraiment le premier mal qui nous est arrivé sur la tête. Philippe Coll, il y a un réel engagement des buralistes envers la ruralité puisque 41% d'entre eux sont installés dans des communes de moins de 3500 habitants. C'est souvent le dernier lien social qui reste dans beaucoup de territoires.
C'est un commerce qui a été réputé essentiel pendant la crise Covid, on l'a bien vu. C'est 23 300 entrepreneurs en France, 10 millions de Français tous les jours fréquentent notre réseau. Mais notre attachement à la ruralité, c'est l'attachement à la proximité. Être ce commerce du dernier kilomètre, du dernier lien social. S'il reste une lumière, c'est souvent celle du buraliste, qui est le bar-tabac, qui est aussi l'épicier. Le boulanger, parfois. Le boulanger. Et je suis très heureux de votre invitation parce que, bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes tous préoccupés par cette existence d'un commerce qui est le lien social. Madame la maire, vous venez de le dire, vous êtes attachée à votre projet, je le sens. Et en tous les cas, le réseau des buralistes est aujourd'hui engagé à travailler avec les élus locaux. C'est pour ça que la Confédération est présente pour la 5e année ici au Salon des maires pour accompagner avec les autres acteurs dans un seul lieu une viabilité économique. Parce que l'enjeu aussi, c'est bien d'avoir du commerce, mais d'avoir un commerce rentable pour ses exploitants. On ne deviendra pas riche en tenant un commerce en ruralité, mais on prend beaucoup de plaisir à échanger, à rendre service et à se sentir utile. Notre signature aujourd'hui, chez les buralistes, c'est commerçants d'utilité locale. Et je crois qu'on a vraiment intérêt aujourd'hui à travailler les uns avec les autres, les filières avec un intérêt divergent peut-être, mais convergent pour installer un commerce durable dans nos territoires. Pascal Lecamp, de quelle manière vous portez toutes ces idées, toutes ces valeurs jusque dans l'hémicycle? Parce que c'est peut-être pas facile. Alors je pense que les valeurs de la ruralité, s'il y a un député qui les porte toutes les semaines... C'est pour ça que vous êtes là, à vrai dire. Je rappelle ma circonscription, 100 km de long, 100 km de large, 120 communes, la plus grosse à 6000 habitants. Donc beaucoup de liens avec ce qui a été dit. Je rebondis sur ce que vous avez dit au début. Au début, on a dit on en parle tous les ans et ça avance pas. Là, je pense que le plan de reconquête du commerce rural qui a été lancé par la Première ministre au début de l'année de 36 millions d'euros sur 3 ans, c'est pas demain après-demain, c'est déjà sur la première vague, vous en avez fait partie, 2,4 millions d'euros, 71 nouveaux commerces, dont 54 derniers commerces de proximité dans un village. Et pas mal de buralistes, évidemment. Moi, dans la ville dont j'étais maire il y a encore un an, Civray, dans le sud de la Vienne, 2500 habitants, on a créé on a 2 buralistes. On en avait un, on en a 2. Donc on y attache beaucoup d'importance. Je rappelle que ce plan, c'est quand même à destination de chaque investisseur. Vous parliez des endroits perdus. Ça peut aller jusqu'à 100 000 euros, 50 000 euros pour le rachat, 20 000 euros pour l'équipement, 20 000 euros pour la proximité, c'est-à-dire la mobilité. Pouvoir payer 20 000 euros sur un véhicule qui peut livrer les choses à domicile. S'il y a un gouvernement depuis, je dirais, la Deuxième Guerre mondiale qui a fait quelque chose, alors c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a 2/3 des communes qui n'ont plus de commerce, alors qu'il y a 80% en avait il y a encore une génération, 30 ans. Mais je pense qu'on fait ce qu'il faut pour revenir, et j'y suis très attaché en tout cas. Je fais partie des députés qui défendent le projet. Et vous savez très bien que dans l'évolution du métier de buraliste, nous avons re-signé, je dirais, avec le gouvernement, un plan de transformation. Et nous avons tenu à ce que l'accompagnement en ruralité soit encore plus marqué, puisque la prise en charge des travaux pour des collègues dont le chiffre d'affaires est inférieur en tabac à 500 000 euros, la prise en charge monte jusqu'à 50% de la réalisation des travaux de transformation. Ça a été signé le 19 janvier avec notre ministre des Comptes publics, à l'époque Gabriel Attal, aujourd'hui Thomas Cazenave. Cela montre l'attachement de notre profession à garder cette proximité, non pas uniquement autour du tabac, mais de tout le lien et le service que nous développons. Service postal, paiement de proximité pour les fiscalités du quotidien pour les élus, l'épicerie, tout cela a du sens aujourd'hui. Et plus on est groupé en termes d'offres, plus les consommateurs sont satisfaits et surtout on arrive à avoir cet équilibre économique. Mais nous avons voulu, sur le contrat 2023-2027, vraiment marquer cet attachement au soutien économique, parce que ce plan de transformation a des fois été décrit en disant « Ah, c'est pour les grandes villes, c'est pour les urbains ». Non, tout le monde a la place dans le plan de transformation et encore plus avec le soutien que nous avons négocié aujourd'hui auprès de notre gouvernement. Alexis Roux de Bézieux, on en parlait un petit peu avec les buralistes, mais l'épicier aujourd'hui n'est plus seulement épicier dans les ruralités, il est aussi boulanger, il peut faire aussi d'ailleurs un petit peu de journaux. Est-ce que finalement votre profession ne se réinvente pas totalement? Et est-ce que toutes les professions finalement ne doivent pas se réinventer quand il y a l'enjeu de la ruralité? Alors, dans les conditions du succès, il y a 2 choses. Une relation forte avec la mairie ou la Comcom et un porteur de projet qui est vraiment à cœur d'être un épicier ou d'être un vrai professionnel. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire de la formation, donc l'hygiène, la traçabilité, la gestion d'un rayon, l'approvisionnement, la finance, le bail commercial. Donc là, on a des modules spécifiques en fait pour les porteurs de projets.
Et la deuxième chose, ça veut dire qu'il faut également avoir une intensité concurrentielle pas trop forte et être multitâche. Donc en effet, on a un certain nombre d'épiciers. Je pense à Franck Simon à Belle-Neuve en Côte d'Or qui a un relais postal. Je pense à Aurélien Bertrand dans les Corbières qui pour le coup fait du transport de médicaments, fait un certain nombre de choses de Narbonne aux Corbières et qui a vraiment un rôle capital sur la Comcom. Il fait parfois des repas pour les personnes âgées ou un certain nombre de choses. Et la relation marche parce que notamment il y a une intensité concurrentielle pas trop forte et parce qu'il est vraiment dédié à ce métier-là. Et on a aussi plein de contre-exemples, notamment à la sortie du Covid, de gens qui ont voulu jouer à la marchande, permettez-moi juste de dire, et qui ne sont pas rendus compte en fait que à la fois c'est une énorme exigence en termes d'horaire, que comme vous le disiez, on devient rarement très riche. Il y a plein de choses en revanche dont on est utile, mais donc ça demande quand même d'avoir une bonne force de caractère. Ouais. Thierry Fréchon, sur justement ces restaurants qui restent parfois dans les campagnes, c'est là où ils doivent être incroyablement soutenus par le maire. Comment est-ce que vous arrivez à faire dialoguer les deux pour que le maire en fait renvoie le plus de monde possible dans le restaurant, les ouvriers par exemple de passage, dès qu'il y a des travaux, etc. Il faut que le maire soit là pour envoyer tout le monde. Alors il faut être soutenu, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut qu'un restaurant soit restaurant, il faut qu'un hôtelier soit hôtelier, il faut qu'un boulanger soit boulanger, qu'un boucher soit boucher. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. L'attractivité du village, c'est aussi ces entreprises qui emploient aussi des ruraux, des gens autour de nous. Donc il faut faire attention à faire et pas faire n'importe quoi. Après, être aidé par la commune, le maire connaît ses métiers, connaît ses administrés. Ils veulent l'attractivité. Mais est-ce qu'on ne leur demande pas de faire un peu plus? C'est ça la question. Faire un peu plus. La fiscalité peut-être? Oui, faire un peu plus. Le maire, oui, peut-être sur la fiscalité. Peut-être de faire attention de ne pas sur les grosses augmentations sur la taxe foncière. Je vois à des endroits, il y a des entreprises qui ont 3, 4 fois, 5 fois plus de taxes foncières que l'année d'avant. Et là, en ce moment, c'est très compliqué entre les PGE, entre tout ce qui nous est arrivé, et sans oublier qu'on était indispensable au moment du Covid. Il ne faut surtout pas l'oublier, on était là pour tout le monde, pour les administrés, pour l'humain, parce qu'on est humain, on connaît l'histoire, on parle de l'histoire, on parle du restaurant, il a accueilli telle personne, c'est une histoire dans le restaurant. Pourquoi ne pas le mettre dans le patrimoine immatériel, matériel ou culturel de la France, du national ou international, je ne sais pas. Par contre, dans un restaurant, vous allez avoir une histoire. À côté d'un château, il y a un restaurant qui a existé il y a 100, 200, 300 ans. Le premier restaurant, c'était sous Louis XIV. C'était un petit restaurant. Il donnait à manger aux soldats. Il ne faut pas l'oublier, ça, on était là il y a des années. On est toujours là. Et le jour où il y aura un problème, même si quelquefois on nous oublie, on sera toujours là. Parce que ce soit la mairie, que ce soit les instances, que ce soit tous nos collègues autour de nous, ben on sera toujours là, on sera toujours présent, vous inquiétez pas. Et il ne faut pas qu'on nous oublie et surtout qu'on ne nous laisse pas mourir parce qu'actuellement, des restaurateurs sont en train de mourir, ils vont fermer, comme à l'image des boulangeries, 900 boulangeries depuis l'histoire de l'électricité, 900 boulangeries qui ont fermé. Des restaurateurs, on n'en parle pas parce que c'est souvent des entreprises de famille, la femme, les enfants, ils sont moins de 11 salariés, on n'en parle pas. On va parler d'une très grosse entreprise et surtout de ne pas se faire manger. Je suis restaurateur, il ne faut pas se faire manger par les grands groupes. N'oubliez pas, vous allez à un endroit, vous mangez sur un grand groupe, vous allez manger à Paris, vous allez à New York, vous mangez la même chose. Chez nous, non. Vous faites 10 km, vous mangez autre chose et vous mangez du local. Voilà. Madame la maire. Oui, je souhaite rebondir un petit peu sur le rôle de la collectivité. Moi, voilà, je possède une auberge, l'auberge landaise de Lue, qui est très réputée. C'est un petit jeune qui a repris. Et bien sûr qu'on essaye de le soutenir comme on peut. Alors quand il y a des travaux sur la commune, ben, c'est important parce que les ouvriers viennent manger. Hein, voilà,
Je pense que c'est très important pour le commerce. Et c'est surtout aussi, le maire, la collectivité, moi je me suis aperçue récemment que dans mon plan local d'urbanisme, en fait, le secteur n'était pas assez protégé. Et moi je souhaite qu'il y ait une identité commerciale. Et à ce titre, vous voyez, j'ai recensé l'auberge et le futur commerce aussi, où il y aura une volonté commerciale. Philippe Coy, vous avez lancé un agenda rural et un plan de transformation qui consiste à rénover et esthétiser les bureaux de tabac, qui sont, c'est vrai, donc avec les boulangers, hein, les derniers endroits dans les campagnes. Donc là, il y a quelque chose vraiment de concret. Vous avez lancé un agenda. On a lancé un agenda parce que la ruralité est une nécessité pour le bien vivre ensemble. Souvent, j'ai un terme assez convenu peut-être de dire on est les plus près des plus éloignés. C'est une réalité et notre métier souffre. J'entends mon collègue de l'UMI s'exprimer. Bien évidemment, c'est des métiers en tension pour recruter. Avec les clients, depuis la Covid, les usages ont changé. Et nous faisons ce petit pas de côté pour nous adapter, répondre aux besoins de chaque territoire. Parce que chaque territoire a une histoire, vous le disiez, mais a aussi un nouveau public. On a vu les changements démographiques depuis la période Covid. Les grandes villes ont un peu perdu de popularité au bénéfice des territoires. C'est pour ça que cet agenda rural que nous fixons avec d'autres organisations, nous allons l'animer pour être au plus près des évolutions des néo-ruraux, mais également des agriculteurs qui vivent dans ces territoires. Souvent, ils se sentent un peu éloignés du modernisme, du service public ou du service tout court. Et donc, nous avons à travailler dans cette veine de l'agenda rural à coordonner le service public, le service marchand, nos savoir-faire, notre terroir, notre qualité de vivre avec un partage sur plusieurs métiers. Pascal Lecamp, finalement, si on devait conclure un petit peu tous ces échanges, comment est-ce qu'on pourrait encore aller plus loin? Vous nous avez donc parlé de ce plan qui a été lancé par Elisabeth Borne, mais plus d'aide financière, plus de communication, plus de formation, plus de dialogue, tout en même temps? Là, c'est à la fois le maire et le commissaire aux finances de député qui va vous répondre. Je pense qu'aller jusqu'à donner 100 000 euros d'aide par commerce en milieu rural, quand on connaît les prix, en tant que maire, j'ai fait comme vous, j'ai racheté une petite boutique pour 19 000 euros où aujourd'hui, 2 fois par semaine, des producteurs locaux autour viennent vendre des produits en circuit court en plein centre-ville. Donc on peut faire, il y a des idées, il y en a à revendre. On a mis ce plan en place, il marche bien. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué mais qui va un petit peu avec les buralistes, c'est celui des licences 4. Ça concerne les restaurateurs. Quand on est dans les territoires ruraux, très vite on a aussi la dernière licence 4. Et je conseille à tous les maires de France, si elle disparaît, de la racheter et de la garder. Je prends un exemple très concret, parce que je suis de Nouvelle-Aquitaine, vous êtes des Landes, et moi je suis de la Vienne. Les licences 4 chez moi, dans la Vienne, dans la côte, elles se vendent 4-5 000 euros. Voilà. Et dès que vous arrivez sur toute la côte, de Biarritz à La Rochelle, elles sont maintenant à 25, parfois à 30 000 euros. Et comme elles sont régionalisées, on achète facilement une petite licence pour la mettre sur le dos. Ça veut dire qu'on vide complètement les territoires ruraux d'un lieu vraiment de convivialité, de rencontre, qui est aussi important qu'une épicerie ou le restaurant dont vous parliez. Moi, je suis convaincu de ça. On peut s'améliorer. Ça, c'est législatif. Ça n'existe pas aujourd'hui. C'est des choses qu'il faut mettre en place. Il y a plein de petits détails qu'il faut mettre en place pour la proximité, pour recadrer à des niveaux de... Vous parlez de volumétrie ou de finance, vous parlez tout à l'heure de chiffre d'affaires, ce n'est pas les mêmes chiffres d'affaires qu'en banlieue, ce n'est pas les mêmes chiffres d'affaires qu'en grande ville. Donc il faut réadapter nos systèmes d'aide aux dimensions locales pour qu'elles soient justement, qu'elles permettent à ceux qui veulent se lancer. Vous avez parlé de porteurs de projet, avant tout, derrière tout commerce, il y aura toujours un porteur de projet. Et si on n'arrive pas à le motiver, à l'attirer par ces politiques qu'on met en place de proximité, ben, il n'y aura personne. Le partage. Si vous voulez conclure, allez-y. Juste un rebond, oui, il faut l'accompagnement des collectivités, il faut l'aide financière aussi des collectivités ou de la puissance publique. Mais aujourd'hui, je crois que la réussite, elle passe par le partage du savoir-faire aussi des filières professionnelles. Et nous sommes 3 professionnels ici autour de la table. Je crois qu'il est nécessaire de s'adosser à l'expertise. Parce qu'installer, et malheureusement je le vois trop souvent, chaque maire veut un commerce et... Je vais le dire, en 2019, ici au Centre des maires, nous avons eu 650 demandes de licence tabac. On ne crée pas un bureau de tabac pour faire joli dans le décor. Il faut qu'il y ait d'abord un respect des règles et un sens économique. Et si aujourd'hui nous savons travailler, les élus locaux, les parlementaires,
avec les filières professionnelles, nous aurons un succès à la clé. Parce qu'on pourra travailler de concert à organiser le plus d'offres possible pour la vitalité économique. Faire du sensationnel médiatique, derrière on a des drames économiques. Donc je crois que l'idée commune aujourd'hui, on peut le dire ici au Salon des maires, c'est de travailler main dans la main, porteurs de projets, filières professionnelles, élus, pour le meilleur projet et le plus viable surtout dans le long terme. Et je suis très heureux de votre invitation. Allez, une autre conclusion, chacun conclut. C'est la conclusion pour le département des Hautes-Alpes. J'ai eu le maire de Savines-le-Lac tout à l'heure, là où le président de la République est venu et la ministre Faure aussi, où je suis intervenu pour le milieu rural. Il y a la neige. Donc vous pouvez réserver dans les Hautes-Alpes et les Basses-Alpes. On s'associe avec les 0,4 et 0,5. Il y a la neige, il n'y a aucun souci. Les Alpes du Sud, c'est le soleil et la neige. Oui, c'était une belle conclusion, c'est vrai. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques instants pour parler mobilité et ZFE. A tout de suite.